Bonjour, messieurs les modérateurs, chers collègues. Donc, il se fait tard, je vais essayer de ne pas être très long. Donc, je vais quand même prendre mes 15 minutes. Donc, j'ai le plaisir de vous parler de l'apport de l'ETO en périopératoire d'une plastie mitrale. Vous savez que cet examen, cet outil diagnostique est devenu indispensable en matière de chirurgie valvaire, aussi bien la plastie mitrale que la plastie aortique, parce qu'il répond à un besoin diagnostique que j'appellerais extemporané, c'est-à-dire qu'il faut donner une réponse tout de suite au chirurgien, à la fois avant le départ de la CEC, et il faut donner les derniers éléments au chirurgien pour qu'il adapte sa technique de réparation. Et après la fin de la CEC, bien sûr, tout le branchement est encore en place et on attend le verdict. Et si le résultat n'est pas optimal, il faut discuter avec l'équipe. Est-ce qu'on repart en CEC et on change l'aval ou bien on refait une autre plastie? Et ce résultat-là de l'ETO en post-CEC est bien corrélé au résultat des ETT à distance de l'intervention. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la supériorité de la plastie par rapport au remplacement valvulaire mitral, mais cette supériorité est conditionnée par la bonne réussite de la plastie. Cette réussite, elle est difficile à appréhender d'avance parce qu'il y a une difficulté d'ordre diagnostique. L'appareil mitral est très complexe. Les fuites mitrales sont de mécanismes multiples et d'étiologies différentes. Et il y a une complexité du geste chirurgical. Différentes techniques ont été proposées et aucune n'est parfaite. Quant au contrôle intraopératoire de cette réparation, il n'est pas parfait non plus, et c'est là où on profite de l'apport de l'ETO en post-opératoire immédiat, mais qui nécessite quand même l'arrêt de la CEC, un cœur battant pour juger de la bonne réparation mitrale. Et bien sûr, cette réussite de la plastie dépend aussi de l'évolutivité de la maladie sous-jacente à distance. Donc, quelque part, cette exploration pré- et post-CEC représente un challenge pour l'échocardiographiste, qu'il soit cardiologue ou anesthésiste, qui doit prendre quelque part une petite part de responsabilité dans cette réussite de la plastie. Donc, en pré-CEC, un élément important dans l'examen, c'est que l'anesthésie générale réduit la pré-charge et la post-charge et tend souvent à sous-estimer la fuite mitrale. Donc, on ne s'attarde pas trop à juger l'importance de la fuite mitrale. Généralement, elle diminue d'un grade 1, surtout pour les fuites mitrales ischémiques ou fonctionnelles. On va tout refaire, on va étudier l'appareil mitral en détail, l'analyse fonctionnelle, segmentaire, étiologique, quantifier l'IM sous réserve d'une sous-estimation, évaluer un risque de SAM, on va voir ce que c'est, et on fait les autres mesures systématiquement, fonction VG, VD, l'atteinte des autres valves et les volumes ventriculaires et la fonction segmentaire du VG. Alors, premier cas habituel de plastie bien réussie, c'est plus de 95% des cas, quand les malades sont bien sélectionnés. Patient de 57 ans, diagnostic préopératoire, une fuite mitrale importante, dégénérative, prolapsus de P2. Là, Dr Ressoni m'a facilité la tâche en parlant de la segmentation qui a été au départ faite par un chirurgien d'ailleurs. Et on voit grosso modo, là, vous voyez l'anneau mitral devant, c'est l'anneau aortique. L'anneau mitral n'est pas tout à fait planaire. Vous savez qu'il a une déformation en tridimensionnelle sous forme de celle à cheval et qui peut prêter à confusion à un prolapsus sur certaines coupes. Grosso modo, on coupe 0 degré, vous avez l'équivalent de la 4 cavités, on passe par A2P2, mais si on retire un peu la sonde en haut, on a plutôt le A1P1, comme ça a été expliqué tout à l'heure, au lieu de béquer là, on tire la sonde, et si on enfonce la sonde un petit peu, on a plutôt le A3P3. Sur le 125 degrés, 130 degrés, c'est l'équivalent de la parasternale grand axe en ETT. On a le A2P2. Et bien sûr, si on fait une rotation horaire ou antéhoraire, on part vers le A3P3 ou on revient vers le A1P1.
vers le 70 degrés, c'est la coupe de cave, apicale de cave habituelle en ETT. Et là, on peut voir la fameuse coupe commissurale qui visualise la petite valve mitrale de part et d'autre. Je vais essayer d'utiliser voilà. La petite valve mitrale de part et d'autre, P1, P3, et au milieu, c'est le A2. Juste un rappel. Maintenant, on passe aux images. Voilà, ça marche. Donc là, on est en coupe 4 cavités. On passe par le A2P2 et on a un important prolapsus de P2. Et là, vous voyez en rouge sur l'anneau mitral le plan de coupe qu'on a choisi. Là, on est en coupe grand axe, 120-135 degrés. On visualise l'aorte et on confirme que l'atteinte est bien sur P2 qui prolabe ici, et on regarde, c'est le A2 qui n'est pas touché. On passe à une coupe 90 degrés, ici, qui visualise toujours une partie de la petite valve P2 là, et là c'est plutôt le A1A2 qui vient en contact avec le P2. Ce que vous voyez derrière et qui prolabe, en fait, c'est le P2, c'est-à-dire le segment de la petite valve qui sort du plan de coupe et qui rentre derrière la grande valve mitrale à cause du prolapsus. Là, c'est une coupe 70 degrés commissurale qui visualise de part et d'autre la petite valve. Et ici, on découvre, c'est là l'intérêt de la segmentation, c'est que tout à l'heure, on a parlé d'un prolapsus de P2, c'est le diagnostic préopératoire, et là, on découvre qu'il y a une association d'un prolapsus de P1 aussi. Quand on visualise l'auricule gauche, c'est soit le A1, soit le P1, forcément. Et quand on visualise l'aorte, si la valve mitrale est à côté, c'est forcément le A2. Là, c'est le trajet typique d'une fuite mitrale par prolapsus de P2 excentré qui longe la face atriale de la grande valve mitrale. Donc, si je résume, prolapsus P1, P2, on a noté un excès d'étoffe valvaire et une dilatation de l'anneau. Le diagnostic péropératoire, c'est ça le problème de l'ETO péropératoire, c'est que vous avez la réponse tout de suite. Et si vous vous trompez, on vous le dit tout de suite. Alors, l'atteinte est dégénérative et confirmée. Il y a un prolapsus P2 et qui s'étend vers P1, et un excès d'étoffe de la petite valve mitrale et une dilatation sévère de l'anneau. Geste opératoire, je ne vais pas m'attarder. On fait une résection de P2 et une partie de P1. On fait une plastie de glissement, c'est-à-dire on diminue la taille la hauteur de P2, P3 parce qu'il y a un excès d'étoffe pour essayer d'éviter le fameux SAM, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'obstruction de la chambre de chasse par le tissu valvaire et on diminue le tissu valvaire pour qu'il n'y ait pas cette obstruction. Et en plus, on rajoute 2 néocordages, c'est-à-dire des cordages artificiels qu'on insère sur la petite valve pour minimiser le risque de prolapsus résiduel. Et un anneau prothétique pour stabiliser l'anneau. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le contrôle intraopératoire du chirurgien, c'est ce qu'on appelle l'épreuve à la poire. On remplit le ventricule gauche par l'orifice mitral, par du sérum physiologique, et quand on remplit bien le cœur qui est arrêté, bien sûr, il n'est pas contractile, s'il n'y a pas de fuite, c'est rassurant. Mais en fait, ça ne marche pas tout le temps. Alors, juste un mot pour le contrôle post-CEC. Là, on a la CEC, on va faire le contrôle post-CEC. On va faire une coupe, les coupes classiques, une coupe transgastrique pour voir est-ce que la volimie est correcte, est-ce qu'on peut commencer à interpréter les données. Les coupes 0 degré, 70, 90, 125 pour rechercher une IM résiduelle, rechercher est-ce que la réparation a été complète, rechercher est-ce que la réparation est sténosante ou pas, et rechercher est-ce qu'il y a ce fameux SAM. Systolic Anterior Motion, vous le connaissez bien en matière de cardiomyopathie hypertrophique obstructive. On cherche d'autres complications qui sont très rares, essentiellement une fuite aortique qui peut être iatrogène quand on fait la suture de l'anneau mitral sur sa partie antérieure et on peut toucher une cusp ou une sigmoïde,
ou bien sur la partie postérieure de l'anneau mitral quand on touche la circonflexe et on peut entraîner une ischémie de la paroi postérolatérale. Alors, en résumé, là, on a un cas de plastie réussie. On va voir que on juge ça sur la zone de coaptation à 12 mm. On n'a pas de SAM, pas de prolapsus résiduel, une fuite mitrale résiduelle qui est minime et une plastie qui n'est pas sténosante avec un gradient moyen à 3. Alors, les images, ici, c'est une image arrêtée. On mesure la zone de coaptation. C'est là où se touchent les deux valves, la grande avec la petite. Et plus on a de réserves de coaptation, plus la plastie elle est bien faite. L'idéal, c'est d'avoir plus de 8 mm. Là, on a 13, c'est tant mieux. Mais si la zone de coaptation est inférieure à 5 mm, c'est prédictif, même s'il n'y a pas de fuite mitrale résiduelle au bloc opératoire, c'est prédictif quand même de fuite mitrale à distance, de récidive de fuite. Là, on a 11 mm. Le gradient moyen à travers la plastie est à 3 mm de mercure, donc inférieur à 5. Bien sûr, ici, c'est comme pour la dilatation mitrale, la PHT ne marche pas et n'est pas fiable. Et on visualise la fuite mitrale résiduelle. Là, on n'a pas encore un bon remplissage, elle est plutôt légère. Et on va voir, après remplissage, qu'elle est devenue minime, la plastie elle est bien réussie. Tant mieux. Alors, passons à des choses un peu plus compliquées. Alors, cas de plastie difficile. Patiente de 61 ans, IM massive, d'origine dégénérative par prolapsus de la petite valve, elle est en HTAP. Donc, bien sûr, on retient l'indication opératoire. En pré-op, on fait notre TO habituel. Prolapsus de P2 avec rupture de cordage. Là aussi, vous notez l'excès d'étoffe valvaire, aussi bien la grande que la petite valve. La fuite mitrale, bien sûr, elle est massive. On fait le diagnostic anatomiquement avant même de mettre la couleur. Là c'est pour mesurer une vena contracta, mais comme le jet est excentré, la valeur est quand même n'est pas tout à fait fiable, mais la fuite, elle est sévère. L'excès d'étoffe valvaire, 19 mm sur la petite valve et 36 mm sur la grande valve. Et vous allez remarquer pourquoi j'insiste sur l'excès d'étoffe. En péropératoire, le diagnostic péropératoire, c'est qu'il y a une atteinte dégénérative, bien sûr. Les deux valves sont quand même infiltrées, épaissies, chose qu'on n'a pas trouvé tout à fait à l'écho, à l'ETT ni à l'ETO. Un prolapsus sévère de P2 et surtout une hauteur élevée de la petite valve mitrale. Une dilatation sévère de l'anneau. Geste opératoire, résection de P2 habituelle, plastie de glissement P2, P3, c'est-à-dire qu'on diminue la hauteur et on fixe l'anneau, on stabilise l'anneau avec un anneau prothétique numéro 32 qui est quand même de taille correcte. Et en post-opératoire immédiat, on remarque quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai insisté en haut de marquer remplissage et post-charge optimisé. C'est-à-dire que il faut avoir, avant de porter un jugement, avoir une bonne tension artérielle, avoir un bon remplissage et comparer par rapport au préopératoire et avoir un bon rythme cardiaque, pas accéléré, pas stimulé. Et on voit quand même au niveau de la chambre de chasse du VG ici, qu'il y a la grande valve mitrale qui vient bloquer la chambre de chasse. Donc là, c'est l'image habituelle que vous avez dans une CMH, sauf que ce n'est pas une CMH. Obstructive, bien sûr, pas la CMH non obstructive. En plus, il y a une mitrale qui est grade 3, aggravée par le SAM, et il y a une restriction du P2. La même image. Et bien sûr, on refait les images toutes les minutes parce qu'on demande à l'anesthésiste d'optimiser les conditions de charge pour ne pas pousser à une reprise de CEC parce que c'est une décision difficile. Et finalement, quand même,
c'est un SAM assez sévère et là on prend la décision de repartir en CEC et la patiente a eu un remplacement valvulaire mitral. Donc j'ai encore 2 minutes, ok, non, même pas. Donc rapidement, pour vous parler d'un troisième cas, IM sévère sur endocardite dégénérative avec coronaropathie. On confirme qu'il y a un prolapsus important de P2, une rupture de cordage et une végétation sur P2. On fait la végétectomie, résection de transfert de cordage secondaire sur le prolapsus de P2 et 3 néocordages, 3 cordages artificiels de PTFE sur le P2 et un anneau prothétique pour stabiliser l'anneau et pour réduire la taille. Épreuve à la poire satisfaisante. La zone de coaptation est à 6 mm. Ça va, ça passe. Et ici, c'était l'image que je voulais que vous interprétiez. Si on a encore le temps, si quelqu'un peut se prononcer, me dire ce qu'il voit, je dois la réactiver. Non, elle ne marche pas. Voilà. Pour gagner du temps, voilà, j'ai posé la question suivante. Vous faites le TO chez Monsieur X, vous obtenez l'image suivante, la conduite à tenir. Est-ce qu'il y a un prolapsus de P2 qui persiste et il faut repartir en CEC? Il y a un prolapsus de P2, mais il faut optimiser les conditions de charge avant de juger. Il y a un SAM, il faut repartir en CEC. Ou il y a un SAM, mais il faut optimiser les conditions de charge avant de conclure. Ou bien l'image n'est pas tout à fait interprétable. Alors, il s'agit d'un SAM. On voit ici, là, si vous regardez la chambre de chasse, il y a la grande valve mitrale qui se plie en deux et qui fait obstruction. Et là, ce qu'on voit au niveau de la petite valve mitrale, en fait, ce n'est pas un prolapsus. Il y a une sorte d'invagination de la petite valve, mais qui ne dépasse jamais le plan de l'anneau parce que le patient n'est pas assez rempli. Donc, bien sûr, il ne faut pas repartir en CEC. Et là, c'est le SAM. Ici, on voit le bout de valve qui obstrue la chambre de chasse. Une fois le malade est dans de bonnes conditions hémodynamiques, on voit qu'il n'y a pas d'obstacle au niveau de la chambre de chasse, il y a une fuite mitrale minime et on peut dire au chirurgien que tout se passe bien. Et à l'anesthésiste qui a fait le remplissage et tout le reste, bien sûr. J'ai des amis anesthésistes que je ne voudrais pas avoir des problèmes. Alors on contrôle quand même le TT quelques jours après pour vérifier est-ce qu'on a eu raison ou tort. Et on voit qu'il n'y a pas de SAM sur la chambre de chasse. Et juste une image pour vous montrer les néocordages. Le patient se présentera toujours avec cette échographie. Là, c'est un néocordage et qui simule une sorte d'appareil sous-valvulaire très remanié. Pour conclure, juste pour vous dire que quand il faut le but de l'examen, c'est de dire est-ce qu'on repart en CEC ou pas. Autrement dit, est-ce que la plastie est bien faite ou elle est faite, mais on accepte le résultat. Cette acceptation de résultat se base sur de nombreux facteurs, l'âge du patient, le temps déjà passé en CEC en clampage aortique, la sévérité de la pathologie, l'amélioration de l'hémodynamique, l'expérience de l'échocardiographiiste et du chirurgien. Est-ce que quand on leur dit c'est une IM résiduelle qui est significative, il faut que ça soit vraiment significatif parce que ce n'est pas un geste anodin de repartir en CEC. Et bien sûr, ça nous arrive aussi de prendre la décision en fonction de l'intérêt d'avoir la plastie chez le patient ou les patientes quand elles sont jeunes en rythme sinusal et qui ne peuvent pas avoir de remplacement valvulaire mitral, notamment par prothèse mécanique. Je vous remercie.